Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour parler de l'inclusion. Alors pourquoi on parle d'inclusion alors qu'on est un journal économique et financier? La question s'est posée en interne, alors peut-être que vous la posez. L'inclusion, c'est un sujet d'aménagement, de logement, de ville, d'urbanisme, mais pas que. On a trois interlocuteurs de trois écosystèmes différents. Nicolas Menet, directeur général de la Silver Valley et auteur d'un livre qui s'appelle « Construire la société de la longévité ». Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, et Éric Berger, président du Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France, ex-président du MEDEF Île-de-France. On peut le dire aussi. Il faut inclure tous les acteurs, y compris les acteurs économiques. Je vais vous lire juste la définition de l'inclusion que je trouve pas mal. Que chaque individu dans la société ait les mêmes chances de réussir d'où qu'il vienne. C'est Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement, lors du Printemps des Territoires, le premier anniversaire de la Banque des Territoires, il y a quelques semaines. Christine Lecomte, l'inclusion, est-ce que c'est un objet politique avant d'être un objet social? Alors, c'est forcément un mélange des deux, mais si le politique n'investit pas le social, on va avoir un énorme problème. Et je dirais même si le politique n'aide pas à la territorialisation de l'inclusion, on va avoir un réel problème. Parce que l'inclusion, c'est avant tout d'intérêt général. Donc ça veut dire que si c'est d'intérêt général, ça veut dire que le politique a forcément à influer sur les décisions. Et dans le cas qui nous concerne, puisqu'on parle d'aménagement et en tant qu'architecte et représentante des architectes et de l'ordre ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement la transcription spatiale dans l'aménagement, dans l'urbanisme et dans l'architecture nous permettent, en termes de stratégie politique, nous permettent ensuite sur le terrain d'aller vers des solutions qui favorisent l'inclusion. Et effectivement, malheureusement, à l'heure actuelle, on a des gros progrès à faire sur ça, et notamment dans le Grand Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il va falloir éviter la gentrification maximum. Ça veut dire que plus que la mixité à l'échelle d'une parcelle ou d'un îlot, il va falloir se dire que la mixité, elle doit être dans le Grand Paris. Là, on ne peut pas surenchérir sur une construction, par exemple, de foncier qui coûte trop cher et qui fait qu'on va repousser les gens vers l'extérieur. Il va falloir faire attention dans les appels à projets type réinventer à ce que l'espace public reste bien public, par exemple, parce que l'espace public, c'est quand même le premier accès à tous à la ville. Et donc, il va falloir vraiment mettre l'accent sur des espaces publics accessibles où effectivement on puisse y vivre de manière accueillante, que l'on soit une personne âgée, que l'on soit une personne à mobilité réduite, une femme, et ainsi de suite. Mais surtout, j'attire l'attention sur le fait que quand on regarde les décideurs, je vous en avais un peu parlé par téléphone, quand on regarde les décideurs du Grand Paris, on n'est déjà pas très inclusif nous-mêmes. Il y a un baromètre de la mixité à 14h45 et la note est 13 sur 20, peut mieux faire. Écoutez, moi c'est ce que je vous avais dit par téléphone. Un jour j'ai fait un débat qui était qui va construire le Grand Paris. Et je crois que dans la salle, on était 2, 3, 4 femmes, dont 2 hôtesses. Et vous aviez 300 hommes de 50 ans dans la salle, excusez-moi messieurs, blancs, et on n'avait absolument pas de représentation de la société civile pour construire. Et je pense que la manière de construire de manière inclusive ne peut pas se faire s'il n'y a pas une diversité dans la représentation de ceux qui font. Éric Berger, homme du PTP, avant d'être président du Césaire. Alors le Césaire, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a la région Île-de-France, mais le Conseil économique, social et environnemental, il y en a déjà un au Palais d'Iéna. Dans la région, à quoi ça sert? Alors, bonjour à toutes et à tous. Le Césaire, si vous voulez, moi je vais juste vous donner la définition dans le Code général des collectivités territoriales. Le Conseil régional, par ses délibérations, la présidente du Conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le Conseil économique, social et environnemental, par ses avis, concourt à l'administration de la région. Voilà, ça c'est la définition légale du Césaire. Et votre définition à vous? Et ma définition, c'est une représentativité de la société civile dite organisée, qui se décompose très schématiquement en 4 collèges. Un collège qui représente l'économie et l'emploi. Un autre collège qui défend les salariés, donc toutes les organisations syndicales. Un autre collège qui, lui, c'est la représentation des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Et pour finir, un tout petit collège
de personnes qualifiées qui sont nommées par le préfet de région pour apporter un plus, mais ce sont 7 experts. Voilà. Au total, un groupe de 190 conseillers, donc qui viennent de tous les horizons de la société civile francilienne. Alors, je dirais que ce Césaire est une modalité de la démocratie participative à laquelle nos sociétés aspirent de plus en plus, mais je rajouterai, donc ça c'est tout à fait personnel, une modalité incomplète, imparfaite, mais qui a le mérite d'exister. Qu'est-ce qui manque alors pour que ce soit complet? Parce que vous avez autant de représentants du monde syndical, donc de la défense des salariés, que de la création d'emplois, que ce soit PME, TPE, entreprises de taille intermédiaire ou grandes sociétés, pour un monde associatif qui est de la même taille et dans lequel toutes les associations ne peuvent pas être représentées, et c'est très dommage. Peu de jeunes. Nous avons la chance, donc, sur la mandature que je préside, d'avoir une majorité de femmes, ce qui n'était pas coutumier dans les Césaires, puisque nous avons 65% de femmes au sein du Césaire Île-de-France, le premier Césaire où la parité a basculé dans l'autre sens, et je m'en réjouis. Et quelle est la moyenne d'âge? Nous avons quand même il y a quand même beaucoup de femmes qui sont là, et nous ne sommes pas comme dans votre dernière réunion où il y avait trois femmes. Voilà. Je vous ai défini le Césaire. Le Césaire, juste pour ne pas prendre tout le temps de l'exposer, nous sommes là pour aiguillonner le Conseil régional en analysant, je dirais, les politiques et en évaluant les politiques et en disant ce que nous pensons, si c'est que la région doit mieux faire, lui envoyer éventuellement des fleurs, mais vous savez que même dans un bouquet de roses, il y a des épines, hein, quand il y a quelque chose de bien, et puis sur des thèmes que n'aborde pas la région, hein, et aujourd'hui nous avons fait 2 thèmes en cours, qui sont les jeunes de 16 à 25 ans, hein, qui sont en fracture totale avec, je dirais, la population francilienne et les pouvoirs qui sont en place. Et donc nous travaillons sur des sujets comme ça, qui peuvent paraître, je dirais, un peu anachroniques, mais qui pour nous sont des vrais problèmes, puisque ces jeunes nous remplaceront d'ici 15 ou 20 ans dans les prises de décision, et donc il faut impérativement leur faire prendre conscience de l'entité francilienne. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ce public cible? Alors, on travaille de 2 façons. Nous travaillons soit sur saisine de la région. Alors la région, normalement, a 3 saisines obligatoires qui sont le budget, le compte administratif et le budget complémentaire, hein, pour lequel elle ne peut pas voter son budget si les comptes administratifs, si le Césaire n'a pas porté un jugement. Ça, c'est le premier point. Dans l'ancienne mandature, c'était les 3 saisines que nous avions régulièrement tous les ans. Aujourd'hui, avec la présidente Madame Pécresse, nous avons en 2018 eu 9 saisines, hein. Donc, assez content de voir que la région comprend que le Césaire est là pour ou apporter quelque chose ou éventuellement faire remarquer que la copie est bonne mais pourrait être améliorée. Et l'autre système, ce sont donc les travaux de nos commissions où nous choisissons nos thèmes sur des thèmes sociétaux. Aujourd'hui, on est en train d'étudier, par exemple, il y a une commission santé qui s'est emparée du problème du télétravail. Hein, nous avons un groupe de travail que nous allons former donc, sur la jeunesse, hein, et donc sur des sujets d'actualité. Nous avons eu à parler des problèmes de l'extension de l'aéroport de Roissy avec le T4 sur le côté environnemental, hein, et dans lequel nous avons, à l'intérieur de la contribution que nous avons fait, demandé à ADP de bien prendre en compte les problèmes de survol, les problèmes que provoque l'extension, je dirais, du trafic aérien sur la santé des Franciliens, entre autres. Voilà, c'est un petit peu ça très rapidement. Merci. Sans transition, on va passer au senior actif et dynamique avec Nicolas Menet. On ne va pas faire de commentaires sur l'âge. Nicolas Menet, qui n'est pas encore un senior, qui vient de sortir donc son livre sur la société de la longévité. Vous les aimez, les seniors, vous voulez les inclure, vous poussez, vous faites du lobbying pour les inclure. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Que faites-vous?
Je les aime parce que je les vois tous les jours, donc au bout d'un moment, on finit par les aimer. Donc, merci pour l'invitation. Un petit point sur Silver Valley, qui est quand même le premier cluster européen qui est financé par la région Île-de-France depuis très longtemps. Premier cluster européen qui est entièrement dédié à l'innovation au service de la longévité. Donc aujourd'hui, on a plus de 300 projets d'innovation qui sont accélérés, développés, incubés dans notre écosystème donc de Silver Economy. Effectivement, la région nous soutient depuis très longtemps et pour notre plus grand plaisir parce qu'effectivement, on fait beaucoup de projets avec eux. Alors, je dirais pour construire la société de la longévité, il y a deux grands aspects. Le premier aspect, c'est celui qui peut s'appeler la lutte contre l'agisme. Alors ça fait un peu militant comme ça, mais en réalité l'agisme il est présent partout et il n'est pas forcément mal vécu d'ailleurs par les personnes. C'est la discrimination liée à l'âge. C'est la discrimination qui est liée à l'âge. Et cette discrimination, elle commence surtout par des grands stéréotypes qui sont dans la tête de chacun d'entre nous, à savoir la personne âgée est soit un centre de coût puisque sa dépendance va coûter cher à la société. Donc je passe rapidement sur ce sondage belge où plus de 40% des Belges voulaient qu'on ne soigne plus les gens de plus de 85 ans. Alors c'est pas encore en France, mais on n'a pas posé la question en même temps aux C'est à Français. cause de l'euthanasie qui est légale là-bas Je sais pas, mais en tout cas ça a été c'est un chiffre qui a fait beaucoup de bruit. En tout cas, ce senior centre de coût où en fait quand on a les stigmates du vieillissement, on se dit mais bon, ça va coûter cher. Comment est-ce qu'on va financer la dépendance? Et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des débats se concentrent sur la dépendance, sur le coût de la dépendance, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où on vieillit quand même très longtemps, et on vieillit très bien. Il y a certes 16 millions de personnes de plus de 60 ans en France, mais il n'y a que 8% des gens qui sont réellement dépendantes, puisqu'elles sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ça veut dire qu'il y a 92% des Français de plus de 60 ans qui vieillissent bien et qui restent chez eux et voilà, qui ont une fin de vie plutôt paisible. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est vraiment un message que nous, on fait passer, un message plutôt optimiste. Donc le premier stéréotype, centre de coût. Le deuxième stéréotype, qui est plus récent, qui est le senior centre de profit. Dans une société qui est totalement en crise, en fait, on se rend compte que les seniors français possèdent 60% du patrimoine immobilier et on se dit ils sont très riches, donc on va les solvabiliser en leur vendant des tas de choses. Voilà, ça c'est une première manifestation d'agisme, parce que caricaturer à ce point des gens qui représentent 16 millions de Français, c'est déjà une façon de simplifier la vision du monde. Alors nous, on a beaucoup travaillé, on a fait des recherches qu'on continue toujours, je pense que j'en parlerai un petit peu après, qui montrent à quel point les seniors sont aussi diversifiés que les actifs, que les enfants, que les adolescents, que tout le monde en fait, et que quand on vieillit, on garde sa singularité. Quand on vieillit, on reste la personne qui vient de quelque part, et on n'est pas un senior, c'est pas une partie de son identité qui prend le dessus. Donc vraiment, la première approche, c'est lutter contre ces stéréotypes. Le deuxième chapitre de ce livre explique vraiment en détail qu'on n'a pas des seniors, mais qu'on en a vraiment pléthore, si on veut vraiment les catégoriser sur le plan sociologique. Et le deuxième point, c'est bien sûr la mise en visibilité, d'où le lien avec ce qui vient d'être dit. La mise en visibilité de la vieillesse dans la société, pour moi, ça passe par, je dirais, quatre grands thèmes. Je ne vais pas les détailler là, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, un des thèmes clés. Alors, bien sûr, il y a l'urbanisme, mais moi, je mettrais en premier la mobilité, la possibilité de rendre la ville marchable et que la mobilité soit accessible. La mobilité, pour moi, c'est un des premiers vecteurs d'inclusion parce qu'il y a beaucoup de jeunes seniors aujourd'hui qui, quand je dis jeunes seniors, c'est des gens qui ont moins de 75 ans globalement, des jeunes seniors qui sont plutôt en bonne santé, mais qui vont développer des fragilités invisibles qui vont faire qu'ils vont renoncer petit à petit à la voiture, au transport public, etc., parce que le transport public n'est pas adapté. Moi, j'ai mené des grandes études nationales, notamment pour le groupe SNCF Keolis, et on a découvert des choses extrêmement simples, en fait, qui sont très simples à mettre en place, comme par exemple la formation des chauffeurs de bus qui démarrent trop vite ou qui freinent trop violemment quand les gens sont debout. Et ben ça peut être un motif de renoncement à la mobilité. Donc, Vous disiez un autre exemple quand on avait fait un article pour votre livre.
Vous me disiez aussi, lorsque les toilettes ne sont pas cartographiées, les hommes qui ont des problèmes de prostate renoncent à se déplacer. Voilà, c'est des petits détails qui font que le renoncement à la mobilité est extrêmement rapide. Et le transport devient une sorte de péripétie incroyable, alors même que la personne d'extérieur apparaît tout à fait en bonne santé, etc. Donc la mobilité, vraiment, c'est un vecteur de visibilité très important. Et le deuxième vecteur de visibilité aussi, c'est bien sûr la place des seniors dans l'entreprise. Je ne sais pas si on en avait parlé ou si c'était un autre article, mais on avait travaillé sur ce sujet-là, les seniors dans l'entreprise qui est souvent mis au placard, en tout cas parce qu'il n'a pas les capacités technologiques qui vont bien, parce que de toute façon ils sont out, etc. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience professionnelle qui n'est pas valorisée dans l'entreprise. Et cette mise en visibilité de la personne qui avance en âge, du très jeune senior, puisqu'il n'est même pas retraité, vraiment est importante pour l'inclusion dans l'entreprise, la création aussi de liens intergénérationnels en dehors de la famille, parce qu'aujourd'hui... On va en parler avec Christine Lecomte sur l'intergénérationnel. D'accord. Ça ne vous embête pas, Nicolas? Non, pas du tout. Christine Lecomte, donc oui, il y a déjà certains de vos confrères et consoeurs qui pensent à l'aménagement des espaces publics ou même des politiques immobilières pour réconcilier les différents publics. Je crois qu'il existe déjà des expérimentations, maisons de retraite, crèches, où donc à la fois des parents qui viennent chercher les enfants au contact des seniors. C'est des choses, il faut aller vers ça dans les politiques de logement et d'hébergement. Alors, moi, je pense qu'en termes de questionnement de la manière dont on programme à l'heure actuelle la ville ou les équipements ou même les logements, et en règle générale, tout ça, on a perdu un petit peu le rapport entre celui qui va vivre et celui qui va concevoir. Et on ne laisse pas la possibilité à ceux qui conçoivent d'intervenir plus auprès de ceux qui vont vivre dans ces lieux pour justement apporter ce que la conception peut faire de mieux. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on est encore dans une politique du zoning. Alors à un moment donné, c'était la politique du zoning à l'échelle de l'urbanisme, donc le centre commercial d'un côté, le lotissement de l'autre, enfin encore un petit peu, même encore beaucoup, trop. Et puis pour se déplacer, il faut prendre sa voiture entre les deux. Mais on est resté à l'échelle du bâtiment à une forme de zoning spatial également, où on va nous dire, la médiathèque, ça va être comme ça, avec une salle de 300 mètres carrés ainsi, etc., etc. Un logement, c'est forcément comme ci, comme ci, comme ça. Et pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on est dans Paris, c'est souvent dans le tissu urbain. Si on est à l'extérieur de Paris, c'est souvent en périphérie de la petite ville. Sur donc le terrain communal qui Ça reste. devient de l'exclusion et non plus de l'inclusion. C'est complètement de l'exclusion. Et dans un bâtiment qui est programmé, c'est-à-dire qu'en amont de l'intervention de l'architecte, on a déjà choisi qu'on allait les mettre seuls, sur une parcelle seule. Et c'est là où moi, je pense qu'on a intérêt à réouvrir ce champ de l'architecture et de l'urbanisme qui est formidable pour participer à l'inclusion. C'est que si on apporte du conseil en amont, si on travaille sur les éléments de programmation, si on vient dans les documents d'urbanisme, dans la manière dont on programme et même dans les programmes régionaux, dans les plans, les contrats ruraux qui sont faits avec le département qui a la question sociale en charge, on peut réussir justement à travailler sur des articulations de programmes qui vont permettre aux gens de vivre ensemble. On a quand même des gros problèmes de fracture entre les générations à l'heure actuelle, notamment qui ont été accentués par une certaine forme de décohabitation des ménages, par une forme aussi de vieillissement plus prononcé et de 4 générations ou presque. Ce qui fait que en dehors de la cellule familiale, on ne se connaît plus entre générations. Est-ce qu'on peut imaginer dans les lieux d'habitation des salles partagées où les générations peuvent se rencontrer? Mais bien évidemment que l'une des questions qu'il y a en ce moment avec le foncier qui est extrêmement cher et donc avec des surfaces qui sont de plus en plus petites, je vous rappelle qu'on a quand même perdu près de 10 mètres carrés dans un logement neuf en 10 ans et qu'on en est à 18 mètres carrés séjour plus cuisine, avec la plupart du temps la cuisine en second jour. Donc pour vous dire à quel point on a besoin d'endroits pour faire des choses ensemble ailleurs que dans ce qu'on appelle les espaces de vie et d'intime. Déjà, il faudrait qu'on repense à faire attention à ce que ces espaces de vie soient corrects. Un enfant de 11 ans qui n'a pas de chambre, c'est la Fondation l'Abbé Pierre qui le dit, a moins de chances de bien étudier à l'école. Donc il faut quand même se rendre compte de ça. Et ça, c'est une question de qu'est-ce qu'on peut conserver pour l'intime. Mais en échange, et c'est aussi important dans notre société moderne, c'est qu'est-ce qu'on donne comme espace en partage. Donc
il y a l'espace public, et ça, je vous ai déjà attiré l'attention dessus. Il faut vraiment qu'on travaille sur comment est-ce que dans l'espace public, les gens se rencontrent. Et le rond-point, ce qu'on a vécu avec le rond-point, a été vraiment Ça montre que les gens ne se parlent plus. un symbole, bah si, autour de la voiture. Ils ne se parlaient plus avant d'aller sur les ronds-points. Parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas l'agora. Vous me disiez tout à l'heure, on n'a plus de bancs devant les gares. Exactement. L'agora, si vous voulez, la politique, alors le mot politique vient de police, c'est la ville, c'est la cité. Si on reprend vraiment la thématique pure, c'est la transcription spatiale de la démocratie. Donc à un moment donné, ça veut dire que dans l'espace public, comme dans les espaces collectifs qu'on peut faire, et dans le logement par exemple, il y a des formidables choses à faire. Effectivement, il y a la chambre de passage, il y a la salle collective, il y a pourquoi pas tout ce qui concerne ce qui, en matière de transition écologique, serait bien peut-être à articuler tous ensemble. Les espaces par exemple pour laver le linge, buanderie, etc. On n'en a pas besoin, chacun, pas tout le temps. On a pris des habitudes qui ont fait que on s'est tous un peu étalés et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse, en allant vers cette transition écologique qu'il faut forcément appeler de nos voeux, il va falloir qu'en même temps, on n'oublie pas qu'elle ne peut pas aller sans une transition sociale forte qui remette l'inclusion au cœur du projet. Merci pour ma transition avec M. Éric Berger. Vous avez sorti il y a quelques mois au Césaire un rapport qui s'intitule « Refaire société ». C'est vraiment le défi francilien, mais pas que. Que tout le monde se parle et communique et soit bien inclus. Ce rapport que nous avons fait, donc, je dirais, sur la période du mois de décembre jusqu'au mois de mars, un petit peu la même période que le grand débat, puisque c'est cette idée qui nous a dit refaisons quelque chose. Il s'appelle Refaire société. D'ailleurs, il y en a quelques exemplaires, si vous voulez, si les gens sont intéressés. Mais c'est pistes d'action pour la reconstruction du lien social en Île-de-France. De ce travail fait par une cinquantaine de conseillers, il ressort 3 grands thèmes et pistes d'action que nous allons continuer à regarder pour nos travaux futurs. C'est mettre davantage l'accent sur les problématiques spécifiques aux différentes générations de la population francilienne, telles que la jeunesse, le grand âge, problématiques peu ou pas traitées actuellement, mais vraiment peu traitées. Ensuite, travailler à la demande exprimée de façon constante d'une association plus étroite des citoyens à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques régionales. Et enfin, travailler à la demande exprimée de façon régulière d'une meilleure égalité territoriale au sein de la région francilienne. Ce sont vraiment ces thèmes qui sont importants. On a toute une frange des territoires périurbains et qui sont... mais le problème est exactement le même, et on va travailler avec la région Centre-Val-de-Loire parce qu'eux aussi ont des zones qui sont limitrophes de l'Île-de-France et qui sont des zones totalement abandonnées sur le plan de la culture, sur le plan des mobilités, sur le plan de l'emploi. J'étais près de Nemours la semaine dernière. Seine-et-Marne, donc. Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, oui. Parce que les deux leaders des Gilets jaunes franciliens viennent de Seine-et-Marne. Je dirais de l'Île-de-France. Et vous avez des gens, il y avait de l'industrie il y a encore une trentaine d'années. C'était du temps où ils fabriquaient on faisait beaucoup de bouteilles en verre et toutes ces choses-là. Ça a disparu. Et les gens mettent 2 heures à 2 heures et demie pour trouver un emploi, pour revenir sur le cœur de métropole ou la première couronne, uniquement parce qu'ils n'ont pas de transport à disposition. Donc le problème du transport, et ça vient d'être dit, la mobilité est un thème que nous étudions. On vient de sortir un rapport sur les nouvelles modes de mobilité, c'est le covoiturage, c'est toutes ces choses-là. Alors, je pense qu'il y a des tas de choses qu'il faut approfondir et pour lesquelles le Césaire a la possibilité de réfléchir, puisque nous représentons quand même un petit peu la diversité francilienne, puisqu'il y a des gens qui viennent de Fontainebleau, il y en a qui viennent de Meaux, il y en a qui viennent de Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, ces problèmes, ils sont vécus par les conseillers, donc c'est réellement un vécu francilien, et donc c'est l'expertise personnelle du vécu quotidien.
Donc, c'est un petit peu les thèmes de Refaire Société, je vous dis. On l'a diffusé largement, je dirais, à tous les maires, maires ruraux, maires, départements, préfectures de région. On l'a adressé aux députés franciliens qui découvrent qu'il y a une société civile qui réfléchit aux problèmes, je dirais, de tout un chacun, hein, parce que c'est ça la finalité du Césaire, et c'est pas uniquement de répondre aux attentes de la région, c'est d'attendre, je dirais, aux souhaits que veulent les franciliens sur tous les domaines, c'est de créer et de regarder les bassins d'emploi pour que, entre emploi et logement, alors on rentre après dans l'aménagement je dirais des zones, hein, urbanisées ou non urbanisées, mais c'est d'essayer de faire en sorte que les franciliens trouvent, je dirais, à portée de main et avec des transports aisés, un emploi, je dirais, près de chez eux. Il est anormal, quand vous travaillez dans les travaux publics, hein, que pour un apprenti des travaux publics, il y a un centre qui est à Provins, mais si vous habitez Garges-les-Gonesse, ben vous n'irez jamais apprendre les métiers des travaux publics. Je parle des travaux publics puisque je connais, mais c'est la même chose pour le bâtiment, la boulangerie et toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait des centres de formation qui soient près des pôles d'emploi et adaptés. Il suffit d'aller actuellement, si vous avez la chance d'y aller, sur le plateau de Saclay. Vous allez voir que ça ne ressemble plus au plateau de Saclay d'il y a 10 ans, mais que de toute façon, il n'y a toujours pas de transport en commun pour y accéder. C'est toujours aussi mal desservi en transport et le Grand Paris Express n'arrivera qu'en 2026 au plus tôt. Nicolas Menet, vous avez l'équivalent de la population des élus de France avec un observatoire Open Lab de 9000 seniors de 60 à 90 ans. Vous avez de la matière pour pouvoir faire des réponses sur mesure, pour pouvoir apporter des réponses sur mesure. Disons qu'effectivement, nous, notre travail, on est vraiment les mains dans le cambouis de l'entrepreneuriat et aussi du vieillissement actif qu'on observe tous les jours. Donc, du coup, pour vraiment être concret et avoir des preuves, en fait, des preuves d'innovation, on a constitué effectivement avec des associations franciliennes essentiellement, même si là, ça commence dans toute la France, une dizaine d'associations qui fait 9000 adhérents, 9000 seniors qui sont touchés par nos actions, entre donc 60 et 92 ans, la personne la plus âgée. Et ce sont des gens qui sont au cœur du processus d'innovation pour les entrepreneurs. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner des projets d'innovation. Donc on est au contact d'entrepreneurs, mais ces entrepreneurs, on leur permet de rencontrer le plus vite possible des bénéficiaires, des usagers potentiels. Et en fait, on s'est rendu compte, au départ, c'était vraiment une sorte de panel, de client test. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que ça et que l'innovation pouvait être vecteur d'inclusion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on crée des sessions d'innovation, les personnes nous racontent un petit peu les problématiques qu'elles rencontrent, soit à la retraite, soit dans le vieillissement, soit en tant qu'aidant également, ou soit en tant qu'aidant d'un parent âgé, ou même de leurs propres enfants et petits-enfants en situation de précarité. Donc, ils sont cette génération pivot dont on parle de plus en plus. Et donc, on avait énormément d'informations. C'est un vrai observatoire sociologique. Et par ailleurs, il propose un feedback de première qualité aux entrepreneurs qui arrivent avec une idée sur un bout de papier, la confrontent immédiatement à des usagers potentiels. On est vraiment dans un co-design, une co-construction des solutions d'innovation. Est-ce qu'il y a des jeunes retraités qui se lancent dans la Startup Nation ? Alors, les startups qui fonctionnent le mieux en France sont celles qui sont dirigées par des gens de plus de 45 ans, déjà, mais ce ne sont pas des retraités. Et alors, c'est une très bonne question, puisque avec le concours de plus... Ce sont des seniors dans l'entreprise. Effectivement, l'objectif, c'est d'amener des retraités, notamment qui sont écartés de l'emploi à partir de 52 ans, de les amener à devenir des entrepreneurs de la silver economy. Ça fait partie des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Donc vraiment, ils sont dans le co-design, la co-construction des solutions. Donc c'est des moments en fait d'inclusion, dans le sens où ils vont nous raconter ce qu'ils vivent. Donc on est à leur écoute, on leur propose des innovations, ils font un feedback. Et par ailleurs, eux reçoivent aussi un feedback en termes de prévention, ce qui nous permet d'être financés par l'assurance retraite, notamment la CNAV, sur cet Open Lab, qui est un vrai outil à la fois d'inclusion, d'innovation et de prévention. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a 9000 seniors. Quand on fait une session, aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes sur liste d'attente, donc ils sont très demandeurs, et c'est absolument passionnant, et c'est comme ça qu'on crée cet observatoire continu de la vie des seniors franciliens et français également.
Ça permet d'avoir en tout cas des solutions qui répondent vraiment aux usagers, donc qui répondent à un besoin, qui améliorent le vieillissement et en même temps qui permet à des startups de répondre à un marché et donc d'avoir des solutions qui fonctionnent. En Ile-de-France, il y a l'éternel problème du logement, y compris pour les start-upers, les seniors. C'est une équation à multiples inconnus. La région aujourd'hui, je crois que c'est 12 millions d'habitants. Dans 10 ans, ce sera 14 millions d'habitants. D'après les chiffres officiels du Conseil régional, c'est 60 000 habitants de plus chaque année. Christine Lecomte, vous avez 5 minutes pour nous dire comment on va loger tout le monde. Déjà, ça commencera mal parce que 5 minutes, c'est pas assez, mais en même temps, ça peut déjà... Non, je plaisante, il nous reste 20 minutes de table ronde. On peut déjà dézoomer. Alors déjà, c'est quand même un choix de société global parce qu'il y a quand même 3 millions de logements vacants en France. Donc on accentue un phénomène de métropolisation dont on est tous conscients, hein, déjà il faut le dire, en voulant rapatrier et en rapatriant finalement tout le monde dans les pôles urbains. Quand je parle de logements vacants, je ne parle pas des petits villages, je parle aussi des villes moyennes dont on est en train d'essayer de l'autre côté de sauver la peau avec Action Cœur de Ville. Donc en fait le problème c'est qu'à un moment donné, il y a une question d'aménagement du territoire, il y a une question de stratégie politique et puis il y a d'essayer de rattraper le cheval qui part au galop. Donc là on essaye de loger effectivement tout le monde en métropole, tout le monde dans des conditions qui sont pas toujours satisfaisantes et de moins en moins intéressantes quand on voit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte de surface, le fait qu'il y ait cette forte gentrification, c'est-à-dire que dès que vous avez un programme de rénovation urbaine type en rue, vous vous retrouvez à avoir un pourcentage de démolition. Et quand on regarde ce qu'on démolit, la plupart du temps, ce sont des logements qui sont parfois, si on décortique et qu'on regarde juste la structure, de meilleure qualité que ce qu'on va construire après. Donc on a déjà un réel problème de réparation de la ville. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler sur la ville existante pour refaire des logements à partir de ce qui sera la base du futur. Nous, on a déjà estimé que pour faire attention au bilan carbone du secteur du bâtiment, on n'avait pas le choix que de travailler dans l'angle de ce secteur de la réhabilitation. 80% normalement du travail futur des architectes devrait se concentrer sur cette réhabilitation et sur cette recréation, cette sédimentation d'architecture sur l'architecture. Ce que je veux dire par là, c'est que si on tend à démolir parce que, alors je vais avoir des réflexions dans la salle, c'est oui, mais c'est plus cher, etc. Mais le court-termisme, il faut l'arrêter. Un logement, ça coûte. Ça coûte. Il faut mettre de l'argent pour faire un logement. C'est pas, voilà. Alors si on regarde une opération de bilan de promotion, oui, on va trouver des choses sur lesquelles on ne devrait pas restreindre le budget, notamment le coût de construction. C'est indispensable. Et c'est vrai que j'ai vu, et je vois encore, sur certains chantiers, des variantes qui se font parce que les architectes ne sont pas présents sur les chantiers quand le promoteur ne le souhaite pas. Et on se retrouve avec, par exemple, du plastique à la place du zinc en toiture. Voilà, typiquement. Ou alors, on se retrouve avec des cages d'escalier non éclairées. Moi, je suis désolée, mais j'aime encore prendre l'escalier. Mais un escalier qui n'est pas éclairé naturellement, j'ai plus envie de le prendre. Donc, quand on parle d'inclusion, ça veut dire aussi, à un moment donné, retrouver des cages d'escalier, retrouver des halls où on a envie de faire société et retrouver ces espaces-là. Et il se trouve que dans le bâti des années qu'on a eu, peut-être en 70, en 80, et en 90, on le faisait et même en 2000, on le faisait encore. Là, on a du mal à vous proposer, en tant qu'architecte, la possibilité, on ne nous laisse plus faire, et on ne laisse plus faire des bâtiments qui ont ces qualités spatiales qui permettent ensuite une vie en société. Les logements sont trop petits, les parties communes sont trop petites, et finalement, c'est extrêmement difficile de faire quelque chose qui permette aux gens de se rencontrer et aux gens de vivre correctement. Le maire de Sceaux, tout à l'heure, en plénière, Philippe Laurent, parlait d'élever les immeubles. Est-ce qu'on y est prêt, en région Île-de-France, à élever des tours au milieu des pavillons habituels? Quand je disais réparer la ville, c'est qu'il va falloir s'intéresser à tous les tissus existants, du micro-foncier jusqu'à la friche commerciale. On sait déjà qu'il y a énormément de... Vous allez par exemple à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a la zone de la Croix-Blanche qui est une des plus grandes zones de France, et juste à côté, on fait un nouveau centre commercial géant. Alors vous avez une zone qui périclite, tant pis, on va mettre une petite croix dessus, on va la laisser bien péricliter, et puis on va aller sur les champs à côté, et puis là on va recréer
créer une zone. Alors ça, c'est plus possible. Hein, ça, même le président de la République le dit dans ses discours. Maintenant, il faudrait le transcrire dans la loi et vraiment penser à rentrer dans une nouvelle ère en ce qui concerne l'utilisation du foncier agricole. Et là aussi, on peut parler d'inclusion, c'est-à-dire le rapport entre l'agriculture et la ville est extrêmement intéressante. Et c'est pas l'agriculture urbaine sur les toits qui compte, c'est l'agriculture de pleine terre à proximité aussi, parce que sinon, on n'a pas attendu les années 2000 pour mettre du verre dans les bâtiments. Vous allez chez Renaudie à Ivry, vous avez déjà c'est splendide et voilà, ça a déjà été inventé. Donc en fait, on a tous les ingrédients, il faut du bon sens. Et juste une petite chose, si vous permettez, il faut de bon sens, mais il faut aussi dans les bâtiments, il va falloir qu'on fasse très attention à la santé. Là, pour le moment, on a encore... Vous parlez de la qualité de l'air intérieur ? La qualité de l'air intérieur, mais aussi des matériaux utilisés. Et donc, après la qualité de l'air intérieur, on utilise trop de composants organiques volatiles. On a la possibilité de créer une économie de proximité pour répondre à ce que vous disiez et aller en résonance avec ce que vous disiez, pour justement repermettre de créer une activité locale autour d'une architecture de circuit court, comme l'alimentation, c'est-à-dire allons au plus près chercher les matériaux. Le bois, on en a, mais on ne transforme pas en Île-de-France. Où c'est très loin, donc ça veut dire qu'on ne l'utilise pas. Le chanvre, on a développé des filières et c'est extrêmement performant pour capter du CO2, pour le renouvellement de l'air. La terre, on en a en quantité. Je peux vous assurer que si on avait plus de bâtiments en terre en Île-de-France qu'on a en ce moment, avec les chaleurs et l'inertie thermique d'un tel matériau, on aurait peut-être moins besoin de clim et d'énergie. On a 45 millions de tonnes du Grand Paris Express d'ici à 2030. On a quand même attendent. 15% de nos bâtiments en général en France qui sont construits en terre. Hein. Donc c'est pas un matériau obsolète, c'est un vrai matériau qui permet des performances thermiques exceptionnelles. Et d'ailleurs en ce moment, si vous allez dans les vieilles maisons, souvent il suffit de fermer les volets et on est bien. Nous, on a besoin de retrouver ce confort et ce bien-être, et ça prend pas 5 minutes. Ça prend le temps d'une prestation intellectuelle. Il faut beaucoup plus de matière grise pour moins de matières premières. Éric Berger, je vous voyais un peu réagir quand on a parlé du bois. Hier, je dis juste un petit élément de contexte. Hier, justement, le géant de Normandie, encore lui, ministre de la Ville et du Logement, disait devant la Fédération des promoteurs immobiliers à Annecy, il faut 10% de bois chez tous les aménageurs publics d'Île-de-France. Est-ce que cet objectif est tenable et réaliste ? Vous avez 2 minutes. Alors, réaliste, oui. Tenable, ça, je ne peux pas vous répondre, puisque de toute façon, là aussi, il y a le côté des préconisations et des recommandations des architectes, mais il y a aussi en France des normes qui sont très pesantes par rapport à d'autres pays européens sur la réutilisation des réemplois des bétons de déconstruction. Et ça, ce sont des problèmes qui dépassent un petit peu le côté politique, puisque c'est plutôt un problème normatif. Par contre, je rebondis sur ce que vous disiez au sujet des matériaux biosourcés et autres. En 2017, nous avons sorti 3 rapports sur le bois, sur, vous l'avez dit, sur le chanvre et toutes ces choses-là, parce qu'il y a d'énormes réalisations qui sont faites déjà en Seine-et-Marne sur ce plan-là, et que nous sommes producteurs. Par contre, pour le bois, on est producteur de bois, mais il repart en Chine et il nous revient chez nous en échiquier ou en boîte bien conditionnée, mais nous n'avons plus d'industrie. Il y a un problème aussi de faire qu'il y ait une réindustrialisation de l'Île-de-France sur des métiers porteurs. Il y a beaucoup plus de forêts qu'il n'y en avait du temps de Louis XIV en Île-de-France, puisqu'il y a eu beaucoup de plantations. On consomme de moins en moins de terres agricoles parce qu'on cherche à désimperméabiliser certaines zones dites industrielles ou d'expansion suivant les communes pour les remettre, je dirais, à leur état naturel avec beaucoup de zones partagées, de parcs et jardins. Mais le logement restera toujours le problème du logement. On veut reconstruire la ville sur l'Avril. C'est ce qui a été décidé dans le dernier SDRIF de 2013. Le schéma régional. Dans le schéma régional de la région d'Île-de-France. Un schéma directeur de la région Île-de-France. Qui est un très bon document et sur lequel la préfecture de région et la présidence de région suivent les pôles qui sont, je dirais, aménagés. Bon,
Dans certains cas, il y a des transgressions, puisque sur la zone de Dugny-le-Bourget, pour les Jeux Olympiques de 2024, il a été décidé que certaines zones de parcs naturels seraient compensées ailleurs, mais qu'il fallait faire le hub pour les médias pour les Jeux de 2024. Mais apparemment, ce fameux DRIF, il est suivi et bien suivi. Reconstruire la ville sur la ville, oui, mais tout n'est pas possible. On peut faire des surélévations en bois, mais le bois, il y a des normes, je dirais, au niveau de la sécurité, des pompiers, et j'en passe, qui font qu'il faut que ce soit accessible et que les services, les premiers secours puissent faire quelque chose. Bon. On devrait pouvoir. L'année 2017 a été une bonne année sur la construction de bâtiments et de logements. Par contre, 2018 est en perte de vitesse. On se fixe des objectifs de 70 000 logements par an. Nous en sommes loin. Et les gens ont tendance, compte tenu du prix du foncier, à aller sur ces zones un petit peu périurbaines, hein, où là, on retrouve le problème de zones rurales, mal desservies, sans emploi, et qui font que si les gens veulent habiter sur moins de mètres carrés, c'est surtout pour ne pas passer 3 heures dans les transports tous les jours. Vous l'avez rappelé, tous les échelons institutionnels, à elles toutes, doivent construire 70 000 logements par an. Et l'emploi est concentré aussi dans la zone dense. Donc il va falloir résoudre l'équation tôt ou tard. Oui, mais il n'y a pas de solution miracle pour la résoudre si vous ne considérez pas la mobilité comme un axe primordial. Hein. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est toutes sortes de mobilités. On est envahi de patinettes et on le voit bien en sortant près de la Grande Arche parce qu'il y en a plein posés n'importe où parce que les gens ont besoin de se déplacer rapidement et de trouver ce qu'ils veulent sans passer un temps inouï dans les transports en commun. Même ils commencent à être de meilleure qualité qu'auparavant. Nicolas Menet, les trottinettes électriques pullulent. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de l'expérience des seniors pour mieux concevoir la mobilité ? Comme je le dis dans mon livre, les seniors sont préfigurateurs de la société du futur pour plein de raisons, et notamment justement les raisons de la mobilité et de l'immobilité. Vous parliez tout à l'heure du télétravail. Voilà, ça c'est un des vecteurs d'inclusion aussi, c'est de pouvoir permettre un cumul entre l'emploi et la retraite, puisque en fait l'emploi est un vrai vecteur d'inclusion, bizarrement, notamment des seniors. Ils sont préfigurateurs aussi, les seniors, sur la société sans travail qui vient. Il ne faut pas oublier qu'il y a 42% des emplois du tertiaire qui vont être supprimés, qui vont être remplacés par notamment l'intelligence artificielle et par des machines. Et donc, ce sont des gens qui se posent la question, bien sûr, de l'oisiveté, entre guillemets, l'oisiveté au sens noble du terme. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de travail ? Et on arrive dans ces sociétés-là, on arrive dans des sociétés où on a besoin de se déplacer, on arrive dans des sociétés où on a besoin d'être dans des habitats adaptés et surtout évolutifs. On n'a pas parlé de l'habitat évolutif pour les seniors, parce que aujourd'hui, en général, maintenant, en général, voilà, la législation a changé là-dessus avec la loi Elan. Voilà, exactement. Et donc ça fait partie des vecteurs d'inclusion dans la construction neuve, justement, de pouvoir intégrer dès le départ que les futurs habitants vont vieillir dans leur logement, ce qui évite notamment des parcours résidentiels un peu chaotiques qui sont parfois très mal vécus par des gens qui sont obligés de déménager parce qu'ils vivent dans des habitats où il y a la précarité énergétique, qui ne sont pas adaptés, etc. Et donc d'intégrer en fait l'adaptabilité dès la construction, ça fait vraiment partie des chantiers. Alors, moi je ne suis pas spécialiste comme vous, mais je sais qu'en tout cas les experts français sur ce sujet-là ont beaucoup de succès en Hollande par exemple, beaucoup moins en France pour le moment, parce qu'en construction neuve, je crois que c'est un petit peu ce que ça sous-tendait, ce que vous disiez. On est plutôt dans des choses conventionnelles et on n'est pas encore assez innovant à mon sens. Donc oui, les seniors sont préfigurateurs de la société du futur, en plus d'être préfigurateurs de la société de la longévité. Christine Lecomte. Oui, je peux rebondir un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'on est plutôt dans des logements un peu produits standardisés et on oublie de permettre à la conception de prendre la place qui permettrait à l'évolution, la mutation, l'adaptation des logements, d'être au plus proche des usagers.
Et de ce point de vue, c'est vrai qu'on a des architectes qui partent à l'étranger faire des expériences, et nous, on a aussi des retours d'expérience on essaye de faire venir en France, tant dans la programmation, on voit en Finlande des immeubles intergénérationnels avec des cuisines collectives, avec des salles de sport qui sont ouvertes sur le quartier, etc., des trucs vraiment extraordinaires. On a d'autres exemples à Zurich avec les coopératives de logements habitants, où en fait, finalement, vous achetez un pourcentage d'un immeuble, mais vous achetez pas finalement vous êtes plutôt sur un bien en pourcentage de part. C'est l'habitat participatif. Alors, coopératif, c'est pas exactement la même chose. Donc, nous, on fera un événement sur les coopératives à l'Ordre des architectes en septembre-octobre. Et c'est un système qui permet finalement d'évoluer dans le logement sans que le foncier soit une charge trop importante. Et finalement, ça décorrélère le prix du logement du prix du foncier. Et ça, comme le bail solidaire, etc., ce sont des choses qu'il va falloir absolument valoriser le plus possible. Je sais que certains grands aménageurs parisiens commencent vraiment à y penser pour permettre, avec ça et avec une conception qui laisse la place à une possibilité d'imaginer des éléments d'usage plus pour toutes les phases de la vie et les besoins de la vie, on a une marge de manœuvre énorme. L'architecture a une marge de manœuvre énorme et un potentiel énorme. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que l'histoire du logement social est ponctuée par ces... Notamment, je parle, parce que c'est vraiment le logement social qui porte beaucoup l'innovation dans le logement. C'est un quart du parc francilien aussi. Oui, et on a un observatoire de la qualité architecturale du logement, et quasiment tous les logements qui sont dans cet observatoire viennent du social, parce que c'est là où, grâce à finalement un modèle qui est de loi, on a permis en fait la conception de logements avec justement ces innovations qui allaient en phase avec les innovations de la société. Et ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention à la standardisation qui mène finalement au problème d'inclusion. Est-ce que aussi, comme me le disait un architecte parisien, Alain Serfati, qui a livré des logements sociaux dans le 14e près de Montparnasse, qui était un immeuble tout blanc, tout propre, tout lisse. Et je lui ai dit, maintenant, voilà, ça y est, on essaie de faire des choses belles. Et il me répondait, oui, parce que sinon les gens ne veulent pas y habiter, y compris locataires des logements sociaux. L'architecture, c'est le premier bien culturel accessible à tous. Donc, de base, c'est aussi c'est pas fait simplement pour les riches, sinon il y a une problématique. La ville, c'est le premier bien dans lequel on se promène. C'est notre patrimoine. D'ailleurs, si on prend l'un des patrimoines qui, il n'y a pas longtemps, a subi une tragédie, on s'est tous sentis visés. Mais une ville, c'est la même chose. Parler de la tragédie de Marseille je peux parler de Marseille, je pourrais parler de Notre-Dame. Pour moi, c'est voilà. Si vous voulez, ça reste des choses. Logement, voilà, on parle de logement, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on se dit qu'on va visiter une ville et que la ville, on arrive dedans et que le patrimoine n'est pas vivant parce qu'il n'est pas habité, par contre, la périphérie est habitée, on a un vrai souci. Et alors là, il y a aussi des questionnements qui sont liés effectivement aux normes, aux règlements, etc. Et il va aussi falloir, peut-être à des moments donnés, travailler en soustraction positive. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir peut-être retirer des bâtiments, peut-être travailler un urbanisme de la soustraction qui permettra de redonner des espaces beaucoup plus inclusifs et permettant effectivement de redonner des usages plus dans le caractère de la modernité du XXIe siècle. Merci pour ce message d'optimisme.